Bachar el-Assad, qu'est-ce que tu nous as fait? La grande communauté du nouveau pôle mondial, celui des présidences qui durent plus de 20 ans, celui des prisons, des geôles où l'on garde des gens à 30 dans une prison de 5 mètres sur 5 où vous n'avez même pas de place pour vous asseoir. C'est pas moi qui le dis, c'est un prisonnier syrien qui vient d'être libéré qui apporte ce témoignage. On a même libéré un jeune prisonnier de 3 ans. Cette grande communauté soudée autour de leur grand maître, grand ordonnateur Vladimir Poutine est en deuil. Bachar el-Assad, qui est arrivé au pouvoir à la suite de la mort de son père à Fès el-Assad, alors qu'il avait 34 ans et que la constitution syrienne précisait qu'il fallait avoir 40 ans pour être candidat à l'élection présidentielle, a été modifiée pour lui permettre d'arriver au pouvoir. Bien entendu, les Africains, les nouveaux panafricains sont totalement opposés à ce type de méthode, mais ils soutiennent Bachar el-Assad. Oh oui, c'est leur rêve d'un régime comme celui de Bachar el-Assad qui aime son peuple et qui protège son peuple. Il n'y a qu'à voir dans son parking où on a filmé des téléphones des militants qui ont pris le pouvoir, des Ferrari comme s'il en pleuvait, des Rolls-Royce à ne plus en croire, je ne savais même pas que Rolls avait autant de modèles, tout comme les Bentley qu'il possédait à l'intérieur. C'était plus qu'un collectionneur, c'était un véritable salon de l'automobile pour un homme qui détestait tellement l'Occident. Il en avait alors jusque dans les angles. Bachar el-Assad, c'est en fait, avant tout, c'est la défaite de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a beaucoup profité d'une espèce de lâcheté mondiale qu'il a laissé faire en Géorgie, qu'il a laissé faire lorsqu'il a pris la Crimée, et c'est à mettre au crédit, ou plutôt aux mauvaises choses qu'a laissé Barack Obama, qui n'a pas eu le courage de taper du poing sur la table. C'est ce qui a poussé Vladimir Poutine à soutenir Bachar el-Assad. Et là encore, comme personne n'a rien dit et que les troupes américaines se sont retirées et ont cessé de le combattre, ça l'a permis d'attaquer finalement l'Ukraine. Et l'Ukraine a été le gros morceau qu'il croyait prendre en quelques jours, soumettre dans une guerre éclair. Ça ne s'est pas passé comme ça, et les choses sont revenues à rebours pour lui. Une économie qui a dû être transformée en économie de guerre. Déjà qu'il avait une démographie en difficulté, allait perdre 700 hommes, 700 000 hommes jeunes, enfin, entre les blessés et les blessés à vie, hein, les handicapés que cela a produit et les morts. Les morts peuvent être peut-être à 300 000, mais avec les handicapés à vie, c'est toute une frange de sa population qu'il a perdu là-bas. Et avec son soutien à l'Iran, une fois qu'une des franges soutenues par l'Iran, le Hamas, s'est jetée dans cette affaire du 7 octobre, eh ben c'est le retour de bâton de tout ce dont il a bénéficié comme lâcheté mondiale depuis 2010 qui lui retombe maintenant sur le visage. Oui, je sais, j'ai vu, les gens voudraient faire toute une grande communication, une grande publicité, et quand je parle des gens, c'est la communauté qui me tue le plus. Il s'agit des Africains, et à l'intérieur desquels des néo-panafricanistes, dans l'incongruité et le mélange, la contradiction et leur définition principale. Ils voudraient faire une parallèle d'abord avec la Libye. On rappelle qu'ici, l'Occident a abandonné la Syrie depuis 2015 et que ce n'est pas l'Occident qui a agi là-bas, mais plutôt Erdogan. Et en plus de l'affaiblissement du Hezbollah qui a été dû à leur attaque du 7 octobre, en plus de l'Iran lui-même affaibli, c'est tout ça qui a joué. Ils voudraient également jouer sur le souvenir de Kadhafi, dont la chute avait été une catastrophe à les entendre. Mais non, la chute de Kadhafi n'a jamais été une catastrophe et n'est pas perçue comme telle par les Libyens eux-mêmes. Vous savez, il existe une étude mondiale qui existe depuis près de 20 ans où l'on mesure le bonheur des peuples. Les peuples s'expriment pour dire s'ils ont confiance en l'avenir, s'ils sont heureux de vivre dans ce pays. Et bien en Afrique, depuis 2018, le peuple le plus heureux et le plus confiant en son avenir, ce sont les Libyens. Et ce sont, je vous mettrai le lien au moins d'un article là-dessus pour la version 2024. C'est encore la Libye qui arrive en tête comme le peuple le plus heureux de son avenir. Non, les Libyens ne regrettent absolument pas comment il s'appelle, Muammar Kadhafi. Les Libyens considèrent Muammar Kadhafi toute cette période comme étant une période de mort cérébrale. Vous savez que la Libye n'a connu Internet
qu'au décès de Kadhafi. La Libye, les Libyens ne parlent pas de langue étrangère, vous ne trouverez pas de Libyens, c'est maintenant qu'ils commencent à parler anglais, etc. La littérature libyenne vient à peine de commencer à exister et il faut lire cette littérature, il faut lire ces journalistes. Non, ils ont des chansons, ils ont des fêtes, ils célèbrent chaque année la fin de ce régime tyrannique, de ce régime dictatorial de Mohamed Kadhafi, qui est apprécié, adulé, aimé, adoré par des gens qui ne l'ont pas connu sur des prétextes que Kadhafi donnait des appartements aux gens, ceux qui n'arrivaient qu'aux membres du parti les plus fidèles, ceux qui étaient capables de trahir père et mère pour servir le régime. En réalité, ça n'a laissé aucun impact à ces gens. Peut-être que les Africains n'aimant pas le travail, voulant qu'on leur donne tout, ils trouvaient dans ce petit exemple quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas ce que les Libyens ont retenu, c'est pas ce qu'ils mettent en avant. Les Libyens ne regrettent absolument pas Muammar Kadhafi. Ce sont des Africains qui d'ailleurs ne se précipitaient pas à aller vivre dans ce régime de bonheur. Comme d'habitude, hein, ils adorent la Russie, personne ne veut aller y vivre. La France, c'est le diable, ils veulent tous s'y accrocher. Ils aiment l'Afrique, mais en restant en France, vous savez, cette population est comme ça et elle est ainsi faite. On veut également essayer de pousser le débat jusqu'à mais oui mais maintenant c'est les djihadistes qui vont les remplacer. Ben ça tout le monde le déplore. C'est pas les djihadistes n'ont pas été fabriqués par l'Occident, puisque c'est l'Occident qu'il faut accuser, parce qu'un Africain, c'est pas le développement, un panafricaniste, un néo-panafricaniste, c'est pas le développement de son continent qui l'intéresse, mais c'est la chute de l'Occident qui l'intéresse. Donc on cherche la faute de l'Occident là où elle n'est pas. Mais ce monsieur est quand même assez politique, ce monsieur qui a Al-Joubali, je sais pas, j'ai pas retenu son nom, est assez politique, il essaie de donner des gages. On a déjà vécu ça avec les talibans, qui ont promis que s'ils revenaient au pouvoir, ils n'allaient pas s'en prendre aux femmes, mais c'est ce qu'ils ont fait. Peut-on faire confiance à un ancien djihadiste? C'est la grande question qui se pose, c'est la grande incertitude. En tout cas, tout le monde attend qu'ils donnent des gages de nations civilisées. Ils ont dit qu'ils coopéreront avec toutes les nations du coin ainsi que Israël, c'est une bonne chose. On attend qu'ils donnent des gages civilisés, mais c'est un saut dans l'inconnu, ça, il n'y a rien à dire, mais une chose après l'autre. Pour l'instant, célébrons la fin d'un tyran. Célébrons la fin d'un dictateur qui a causé en 13 ans, depuis le début de la révolution arabe en 2011, pas loin de 500 000 morts. Les chiffres aussi, là également, entre 400 000 et 600 000 morts. Célébrons la fin de cette... Nous n'allons vraiment pas faire la fine bouche. La fin de ce programme, de ce programme de dictatorisation du monde qui est soutenu par certains plaisantins, mais qui, je rappelle encore, n'iront jamais vivre là-bas. Jamais. Célébrons la fin de ces prisons où toute personne qui donne une opinion contraire est enjôlée dans des conditions affreuses et inhumaines. Voilà. Et pour la suite, bah, il faut peser pour que ça ne soit pas, ou ça ne sera pas la fin. Et là encore, je voudrais également faire une nuance entre un coup d'État et une révolution. Lorsque c'est le peuple qui se soulève, lorsque c'est une guerre civile qui finit par aboutir, ça s'appelle une révolution, ça s'appelle pas un coup d'État. Et ça donne l'occasion, en tout cas, j'espère que la communauté internationale pourra peser pour que toutes les forces vives du pays puissent s'asseoir et décider de leur avenir, mais que ce ne soit pas une nouvelle famille El Assad que nous allons regarder dominer, écraser le pays comme s'il l'avait hérité de ses grands-parents. Voilà, c'est une bonne chose. Nous allons suivre cette actualité. Nous allons même en débattre dans nos lives. Il faut vous abonner de manière à ce que quand le live démarre, vous êtes informé. Et vous pouvez nous rejoindre pour donner votre point de vue éclairé, s'il vous plaît. Prenez le temps de lire et de comprendre la situation qui se passe là-bas et non de venir avec des émotions et des idées reçues déjà partagées par tout le monde et croire que vos idées reçues font l'actualité, que vos envies font la réalité.